connaissance, recherche, sciences, et sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc, moi, je vais parler aujourd'hui d'un projet que nous avons réalisé dans le Uttar Pradesh, en Inde. Nous avons déjà parlé de cette zone d'Inde dans le cadre d'autres présentations. Nous avons travaillé avec Estelle Duflo, Stuti Kemani de la Banque mondiale, avec Rukmini également. Et je pense que c'était vraiment un travail conjoint dès le départ, quand nous avons tenté de regarder quelles étaient les questions qu'il fallait au premier chef aborder. Et je me souviens, au début de cette étude, nous voulions savoir quelle politique éducative et cette tendance qui souhaitait susciter la participation des bénéficiaires. Est-ce que cela marchait? Comment pourrions-nous améliorer le fonctionnement de cela et incorporer ça au quotidien, à ce qui peut être observé sur le terrain. Donc, c'est vraiment une collaboration à part entière depuis le début. Donc, beaucoup de politiques concentrées sur le concept de participation. Donc, une intention visant à faire en sorte que les bénéficiaires d'un programme soient intégrés dans la fourniture d'une prestation, le contrôle de la qualité de cette prestation et leur donner davantage de compétences, de pouvoir. Jacob a intitulé sa présentation « Le pouvoir conféré au peuple ». L'idée sous-jacente étant conférer davantage de contrôle, de maîtrise aux plus démunis sur le terrain, dans le but, n'est-ce pas, d'améliorer les prestations qui leur sont destinées. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes concentrés sur cet aspect ainsi que d'autres parties prenantes? Eh bien, parce que je pense que la qualité des prestations pour les plus démunis de bon nombre de pays, cette qualité est médiocre, voire redoutable, mauvaise. Les enseignants, les infirmières ne se rendent pas au travail. Beaucoup d'études ont démontré que même avec la présence des personnels de santé, celui-ci s'entretiennent très peu avec leurs patients. Ils sont assez condescendants à l'égard de leurs patients. Dans la sphère éducative, une étude indienne a démontré un taux d'absentéisme élevé parmi les enseignants et quand ils se rendaient au travail, ils discutaient et bavardaient, devisaient avec leurs collègues plutôt que de dispenser un cours auprès de leurs élèves. Donc la qualité est médiocre et le système semble être conçu autour des besoins des fournisseurs d'une prestation plutôt que de se concentrer sur les bénéficiaires du dit système. Alors, au Royaume-Uni, je me souviens justement du débat sur les services publics des années 70. À l'époque, beaucoup de gens évoquaient le fait que, on fournit des prestations, mais on songe davantage au bien-être des fonctionnaires plutôt qu'aux gens qui devraient bénéficier du service public. Donc, il ne s'agit pas seulement de songer aux pays en développement, mais aux pays développés également. Mais les bénéficiaires, qui sont-ils? Enfin, les démunis, les plus pauvres sur le terrain, qui souffrent de cette mauvaise qualité de prestation. Donc, sachant que c'est là cette population concernée, c'est cette population qui sont en but à cette prestation médiocre, si seulement on peut leur conférer le pouvoir, la maîtrise de cette prestation, on pourrait peut-être changer les choses du tout au tout. Donc, voici la force motrice derrière cette vague de programmes. Mais il semble qu'il y a très peu de preuves, de faits qui démontrent que cela marche en pratique. Alors, en théorie, vous pouvez en débattre longuement, mais est-ce que cela marche? Est-ce que ça récolte des résultats probants sur le terrain? Alors, pour l'instant, les preuves sont assez mitigées et limitées en nombre. Alors, nous avons entendu hier
l'existence de cette étude en tête de cette liste, Björksen et Svensson, la participation des collectivités et des communautés en Ouganda. Cette étude s'est avérée, enfin ce programme s'est avéré très probant pour faire que les infirmières se rendent à leur travail. Les efforts consentis s'étaient vus couronnés de succès. Et donc vraiment, c'est l'un des programmes les mieux que nous avons jamais observés dans ce domaine. Un autre projet, Ben Holken, c'est le concepteur de ce projet et nous espérions qu'il puisse, qu'il assiste à cette manifestation, ce colloque, mais il ne pouvait pas venir. En Indonésie, le projet était moins efficace, ce projet destiné à faire en sorte que les bénéficiaires puissent constater et dénoncer des malversations en matière de construction routière. Et donc, celui qui menait cette enquête faisait appel à des parties prenantes qui étaient connues pour leur corruption quand il s'agissait de tracer ces nouvelles routes. Et il voulait également impliquer les gens, les bénéficiaires de cette route. Et avec l'apport de ces bénéficiaires, il pensait que les parties prenantes professionnelles seraient mieux maîtrisées, mieux contrôlées. Mais en fait, il a conclu que finalement, ce sont des parties prenantes externes, observatrices externes, qui sont meilleures pour maîtriser les choses. Ensuite, au Kenya, un programme destiné à regarder le système, l'appareil éducatif au Kenya, pas très efficace non plus, mais il existe une autre version où vous dotez des communautés de l'argent et des compétences de recruter les enseignants. Et là, les enseignants seraient responsables auprès de la collectivité. Et cela s'est avéré très, très intéressant. Donc, parfois, les choses marchent et dans d'autres cas, non. Et, in fine, beaucoup de confusion règne pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors très souvent, la façon dont les parlent de cet affranchissement des populations, doter les populations de davantage de compétences, de pouvoir, alors ça implique une diffusion d'informations. Donc il y a d'autres études qui évaluent l'efficacité de doter ces bénéficiaires des informations appropriées. Et bon nombre de ces études se sont avérées très intéressantes. En République dominicaine et au Madagascar, ces programmes étaient destinés à fournir l'information des parents, des élèves, parlant des bénéfices, des avantages que de rester à l'école. Et cela a augmenté le taux d'élèves qui restait à l'école. Pascal, qui va faire une présentation à l'issue de la mienne, sa présentation va porter sur notre projet qui concerne des écoliers et qui parle de la taux d'incidence du VIH à différentes tranches d'âge. Et cela a eu un impact significatif sur le comportement des gens. Alors, chose intéressante, voici des cas où vous donnez à quelqu'un une information et doté de cette information, la personne peut agir en conséquence. Vous n'avez pas besoin de transiter par les organes gouvernementaux. Alors eux, ils ont leur propre capacité d'agir. Et voici vraiment le cœur de ma présentation. Alors, un petit pas en arrière dans un premier temps, s'il vous plaît, parce que qu'est-ce que cela signifie, ce vocable participation? Parce qu'il y a beaucoup de très jolis mots en la matière, mais participation peut signifier beaucoup de choses à beaucoup de gens. Donc, il faut, pour pouvoir bien circonscrire, pour pouvoir évaluer ce terme, il faut bien le circonscrire. Qu'est-ce que nous allons tenter de faire à travers ce vocable? Et vous l'avez vu, n'est-ce pas, à l'aide des études que je viens de passer en revue, il y a beaucoup de conséquences différentes émanant de ces différentes études. Donc, on peut parler de responsabilité en matière d'information, donc donner de l'information aux gens concernant la qualité des prestations fournies. Et un monsieur hier a parlé de la diffusion d'informations touchant à la qualité, et cette personne a pensé que c'était vraiment un ingrédient très important pour affranchir les gens en leur dotant d'informations. Mais c'est un axe. Un autre axe, très commun, celui-là, c'est de composer un conseil, composé donc de membres de la population concernée, qui
sont donnés une compétence de surveillance et bon, à des degrés de compétences différents et d'étendues différentes. Mais ça, c'est presque standard, la norme dont bon nombre de programmes fournis par des organes sur le terrain. Et cela nous intéressait beaucoup parce que cela est devenu presque l'étalon en la matière. Et nous disposons de très peu d'informations sur les modalités de ces conseils. Donc, il y avait un conseil de santé composé des gens locaux qui disposaient d'un certain contrôle, mais il n'avait pas la possibilité de recruter, de licencier les gens. Donc, quelle était vraiment la nature véritable de leur contrôle, de leur pouvoir de contrôle, ça demeure une question ouverte. Ensuite, il y a la possibilité de recruter les gens en direct. C'est ça que nous allons voir avec la présentation suivante. Au Kenya, cela s'est avéré très, très probant. Et ensuite, la possibilité de voter avec ce que vous faites. Par exemple, alors moi, je n'aime pas cette école, je vais aller dans notre école, inscrire mon enfant dans une autre école. Et donc, les ressources vont suivre, in fine, parce que la demande baissera dans l'école que vous avez gagné, ne pas envoyer votre enfant. Donc, ce que nous voulons faire, c'est mettre à l'épreuve les plus populaires parmi ces approches. La diffusion d'informations, doter les gens d'informations, et ensuite, ces conseils locaux et doter ces conseils des compétences nécessaires. Mais nous avons comparé cela à une approche, celle-là qui proposait des actions directes sans transiter par les organes gouvernementaux. Et ma collègue, dans le cadre de sa présentation, va parler de cela en plus de détails. Et donc la possibilité donner aux gens de répondre aux informations qu'ils avaient pu recueillir à l'aide de notre intervention. Donc, Uttar Pradesh, c'est l'un des États les plus populeux en Inde. 165 millions de personnes résident dans cette zone, dans la partie septentrionale de l'Inde. Mais il y avait aussi, c'est aussi un État avec un taux d'analphabétisme les plus élevés en Inde. Alors, cela a été souligné par notre étude de démarrage et ces résultats émanent d'un outil de mesure que nous utilisons et que nous utilisons dans le cadre de bon nombre de nos études. Et c'est un outil, en fait, qui se concentre sur les fondamentaux en question. Fondamentaux par rapport à l'alphabétisme. Est-ce qu'un enfant peut reconnaître les lettres? Alors, vous pouvez tester cela très rapidement auprès d'un enfant. Et les gens qui n'ont pas beaucoup de formation peuvent utiliser cet outil très facilement. Donc, 13% de ces personnes, de ces enfants dans cette tranche d'âge de 7 à 14 ans ne pouvaient pas reconnaître une lettre, même s'ils assistaient régulièrement à l'école. Et après bon nombre d'années d'école, ils ne pouvaient même pas reconnaître la forme d'une lettre. Et 65% ne peuvent que lire des mots ou des paragraphes. Nous avons aussi d'autres éléments sur les mathématiques, mais je ne vais pas l'approfondir maintenant. Mais un point intéressant à mon sens, c'est que le contrôle était déjà en place dans ces collectivités. Donc, il y avait des conseils éducatifs au niveau du village qui sont censés composer le Pradhan, qui est le chef élu, le chef du village, le chef élu, le proviseur de l'école, ainsi que 3 parents. Voici la composition de ce conseil éducatif au niveau du village. Et ils avaient une certaine compétence. Ils ne pouvaient pas licencier un enseignant fonctionnaire, mais en Inde, chaque village se voit attribuer des fonds pour dépenser sur le système éducatif. Et donc, ils ont la main sur ces fonds. Ils ont un rôle dans les sélections et la retenue des VEC, les gens qui ne sont pas aussi formés qu'un enseignant fonctionnaire. Quelque chose que vous retrouvez dans bon nombre de pays en voie de développement, ce sont les assistants issus de la communauté et dont le travail peut s'avérer probant. Et ces conseils éducatifs avaient la compétence de vérifier que
les effectifs étaient à un niveau approprié. Parfois, les effectifs étaient en surnombre. Et donc, ils ont la compétence de demander ces assistants. Ils peuvent aussi participer au recrutement de ce personnel, mais c'est pas le conseil qui les rémunère. Donc, ça, c'était la théorie. Et pour la plupart, ces conseils existaient, mais ils n'étaient pas très dynamiques. C'est peu dire. En fait, très peu de ces conseils mesuraient leurs compétences et bon nombre de leurs membres ignoraient qu'ils étaient le membre même du conseil auquel, en théorie, ils faisaient partie. Donc, seulement 8% de la population savait que ce conseil existait, un conseil éducatif dédié, et très peu des membres savaient qu'ils avaient la possibilité de recruter ces assistants, ces enseignants assistants. Ensuite, les enseignants, les parents, les VEC ont surestimé l'apprentissage qui était acquis. Donc, les parents dont les enfants ne pouvaient pas reconnaître une lettre, 25% de ces parents pensaient que leurs enfants savaient lire des histoires. Mais en même temps, ils ne sont pas capables de reconnaître la moindre lettre, mais leurs parents pensent que l'enfant est capable de lire une histoire tout entière. Mais sachant que ces parents sont pour la plupart analphabètes, bon. Donc, je vais vous montrer 2 ou 3 approches que nous avons utilisées dans le cadre de cette étude. Nous avons commencé avec la même base, autrement dit, mobiliser la communauté, doter celle-ci des informations. Donc, les équipes se sont rendues au sein de la communauté pour stimuler des dialogues autour de l'apprentissage dans les écoles. Et leur approche était la suivante, poser des questions plutôt que de fournir des réponses. Donc, destiné à stimuler le débat au sein de la communauté, affranchir les gens, plutôt être des facilitateurs plutôt que celui qui arrive et qui impose une vision, une vue. Et donc, en fait, ces dialogues ont abouti à un forum assez large sur comment améliorer les mécanismes destinés à l'apprentissage. Mais ces débats, ces dialogues, en fait, transitaient vers l'argent, vers les fonds octroyés aux pauvres quand leurs enfants assistent à l'école, et à chaque fois les facilitateurs tentaient de recentrer le débat sur l'apprentissage. Est-ce qu'ils apprennent quelque chose à l'école? Et en fait, l'idée, c'était que les pradans et les proviseurs répondent aux questions, et non pas les pratanes. Mais s'il y avait des différentiels de compétences, enfin de connaissances, alors les pratans, les équipes pratans combleraient ces écarts. Alors, le VEC était doté d'informations, les informant sur le droit et le devoir. La communauté était incitée à entreprendre des initiatives pour stimuler l'apprentissage, donc ces forums, à titre d'exemple. Dans l'ensemble, le personnel Pratam était au village pendant 2 jours, voire plus, et après, il revenait sans cesse au village pour faire une action de suivi. Alors, peut-être que vous pouvez reconnaître le fil rouge décrit par Jacob. Jacob l'a décrit, n'est-ce pas, dans le cadre de son projet focalisé sur la santé, mais les résultats sont différents. Et l'approche, dans l'ensemble, était censée façonner des meilleures pratiques, qui s'appuyaient sur des institutions réelles, etc. Ces préconisations réalisées par la Banque mondiale. Donc, nous avions 280 communautés impliquées dans cette évaluation randomisée, traitement 1, traitement 2, il y avait aussi des groupes de contrôle. Traitement 2, ce groupe est censé donner la possibilité aux communautés d'élaborer des fiches de performance pour juger des compétences des enfants. Et moi, j'étais là, et j'avais vu beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, beaucoup d'anxiété en fait aussi, parce que quand les gens se rendaient compte que les enfants n'apprenaient pas, ça fait des années que tu vas à l'école et que tu ne reconnais même pas de lettres. Alors, traitement 3 s'est rajouté à 1 et 2 dans certaines communautés. Celle-ci a été donnée la possibilité. Enfin, il y avait des bénévoles formés qui avaient la possibilité d'être formés par Pratam pour enseigner les enfants. Donc, c'était une façon d'entreprendre des mesures précises. Donc, vos enfants ne peuvent pas reconnaître une lettre. Donc, mais nous autres bénévoles, nous allons les former à la lecture. Et
l'un des résultats très intéressants, sachant à Pratham, c'est l'élaboration d'outils qui en rend l'apprentissage de la lecture quelque chose qui est à la portée d'une équipe bénévole. Et cette équipe peut vraiment agir de façon très probante et j'espère que d'autres auront la possibilité d'approfondir ce domaine. Alors, je souhaiterais à présent parler de comment nous pensons que la participation peut avoir une incidence sur les résultats. Alors, il y a certaines phases qu'il faut suivre. Vous pouvez fournir des informations. Cette information doit être absorbée, assimilée pour être traduite en connaissance. Avec cette connaissance, il faut savoir comment entreprendre une action. Avec cette action doit évidemment peser sur l'issue de votre action, doit produire quelque chose. Et les points d'interrogation, afin que la connaissance donne lieu à une action, évidemment, il faut être volontaire, il faut vraiment entreprendre cette action. Et cette action ne peut devenir quelque chose de tangible si vous avez la possibilité de peser dans la balance. Et donc, pour passer en revue le process, les différentes composantes, en traitement 1, en nous donnant l'information sur la qualité de l'apprentissage, nous voulons que ça se traduise en connaissance, la connaissance de la qualité des prestations. Nous voulons que ça se traduise en connaissance et en action entreprise pour améliorer les écoles. Cette action doit ensuite arriver dans nos écoles pour améliorer les performances des écoles et ensuite, in fine, la qualité de l'apprentissage. Mais il a la possibilité d'avoir cette information et entreprendre des actions à titre individuel. Donc, retirer ces enfants d'une école publique et les inscrire dans des écoles privées. Un bon nombre d'exemples existent dans ces communautés pauvres. Alors, les connaissances sur le niveau d'apprentissage qui peut faire en sorte que le groupe souhaite agir, mais cela peut aussi impliquer l'action directe. Autrement dit, les parents peuvent inciter les enfants à faire le devoir, les inciter à aller à l'école plus souvent. Et cela peut avoir un effet significatif sur l'apprentissage final de l'enfant. Donc, alors, on parle des actions, enfin les leviers à actionner. Vous avez la possibilité de recruter ces assistants. Vous avez ces VEC. Vous devez l'utiliser. Voici les leviers que vous pouvez actionner. Ça, c'est traitement 1. Traitement 2, un trait à l'information, comment contrôler, suivre les résultats émanant de l'apprentissage pour ensuite donner lieu à des actions précises. Et traitement 3, l'information sur les outils qui vont vous permettre d'entreprendre des actions directes. Vous devez maîtriser cet outil d'apprentissage, mais ensuite, vous pouvez agir de façon autonome. Donc, voici les résultats économétriques. Nous avons beaucoup de variables, n'est-ce pas? Donc, nous les avons regroupées ensemble pour former des sous-ensembles différents. Donc, chaque question portant sur le VEC, et le VEC et les efforts mobilisés par celui-ci. En fait, il y avait très peu d'étoiles. Voici ce que je peux dire en guise de synthèse. Et donc, autrement dit, on a constaté une petite amélioration en matière d'apprentissage, de connaissances. Les gens savaient un petit peu plus sur les VEC, mais très peu d'amélioration en matière de connaissances sur ces différents degrés d'apprentissage. C'était assez intéressant que notre incidence avait peu d'effet, mais quand même, il y a plus de connaissances sur ces mécanismes. Aucune. Ensuite, vraiment, c'était vraiment aucun impact sur l'action collective. On a débattu des questions éducatives, mais aucune action n'était entreprise. Les parents n'étaient pas davantage impliqués dans les écoles et aucune action individuelle. Les enfants n'ont pas retiré les enfants d'une école publique pour les mettre dans les écoles privées. En fait, justement, dans certains cas, en fait, les écoles insistaient moins à l'école. Et certains enseignants ne se sont rendus plus à leur travail. Les absentéisme, aucune incidence sur le taux d'absentéisme parmi le corps enseignant. Et évidemment, il n'y avait pas d'incidence sur l'apprentissage. Donc, traitement 3 maintenant. Est-ce que les gens est-ce qu'ils se sont portés volontaires pour
apprendre aux enfants à apprendre à lire. Donc c'est oui. La réponse est oui. Donc au sein de ces communautés, il existait la motivation pour agir. Il y avait des gens qui étaient soucieux de l'éducation dans ces villages parce que quand on leur a donné la possibilité d'enseigner 1 ou 2 heures de cours chaque jour pendant 3 mois sans être rémunérés pour cela. Enfin, les gens ont répondu oui. Donc voici le nombre de cours qu'ils ont dispensés. 11 villages n'avaient pas de cours, mais 6 cours, enfin 6 bénévoles qui faisaient cours dans un village. Donc 6 séquences de cours, en fait, chaque jour pendant 2 à 3 mois. Il y avait même 16 cours tenus dans ces différents villages. Et le résultat final, c'est que nous avons constaté l'amélioration de l'apprentissage au sein donc de ces communautés. Donc, très peu d'apprentissage à travers ces écoles, mais en l'espace de 2 ou 3 mois, on constate vraiment des améliorations significatives par rapport à l'apprentissage de ces enfants. Alors, en haut de mon schéma, j'ai les acquis moyens de la collectivité dans son ensemble. Parce que tout le monde ne s'est pas rendu à l'école. Et en bas, vous verrez que 8% des étudiants sondés, seulement 8% se sont rendus à l'école. Mais même avec 8% en moyenne qui se rendaient à l'école, on voit une incidence quand nous regardons le degré d'apprentissage moyen à travers la collectivité. Donc 2% pouvaient lire, 2% de plus d'enfants pouvaient lire des lettres, mais ça peut sembler peu, mais il faut faire le distinguo entre cela et leur point de départ. Il faut prendre en considération aussi le fait que tout le monde ne se rendait pas à l'école. Donc, en moyenne, au niveau du village, 2%, seulement 2% peuvent lire des lettres ou lire des mots. Mais quand nous décomposons cela, nous retrouvons 2 ou 3 choses à l'œuvre. Premièrement, les enfants qui ne pouvaient même pas reconnaître une lettre au démarrage, beaucoup d'eux, en fait, pouvaient à terme lire des lettres. Parmi ceux qui pouvaient lire des lettres au départ, nous avons constaté une amélioration significative pour vraiment grimper dans l'échelle de compétences en matière de lecture. Et dans les 2 et 3 points, vous verrez aussi les résultats moyens sur la collectivité dans son ensemble. 8% étaient susceptibles de lire une lettre quand ils ne pouvaient pas au départ. Ceux qui le pouvaient, 3% étaient susceptibles de lire des histoires. Mais il faut ajuster ces chiffres, car cela, évidemment, émane que de seulement 8% des enfants qui se sont rendus en effet à l'école. Donc Bruno disait qu'il faut monter en puissance cet effet. Imaginez, par exemple, si ces 8% étaient les seuls moteurs d'amélioration au sein des écoles, ces 8% peuvent être extrapolés. Et ceux, au départ, qui n'avaient rien, avaient 60% de plus de possibilités de reconnaître des lettres. Et ceux qui ne pouvaient que lire des paragraphes au départ avaient 46% des chances de comprendre, voire lire des histoires à la fin. Donc, en fait, les enfants, au fil de l'année, apprennent quelque chose à l'école, ils s'améliorent un petit peu. Alors, si on songe à l'effet additionnel de la présence de Pratham au village, chaque enfant, au départ, qui ne pouvait pas reconnaître une lettre, pouvait à la fin de l'étude. Et presque tout enfant qui pouvait lire des mots au début pouvait lire des histoires à la fin. Donc vraiment, c'est une amélioration considérable. Alors, ces bénévoles, à l'issue d'une formation d'une semaine, fournissaient des résultats que les enseignants fonctionnels n'avaient pas atteints pendant bon nombre d'années. Donc, et pour revenir à notre cartographie de ce qui se passe, nous avons, en traitement 1 et 2, nous avons l'amélioration faible en matière d'apprentissage et puis rien qui jette un passerelle entre la connaissance et l'action. Mais
En fait, T3, nous voyons tout, en fait. Action entreprise par les bénévoles, action entreprise par les enfants pour se rendre à l'école, parents également pour les inciter à aller à l'école. Mais il faut se souvenir évidemment que c'est 8% de la population et Pratham, justement, travaille à améliorer ce ratio. Donc, en guise de conclusion, je souhaiterais dire ceci. Alors, pourquoi y a-t-il des résultats radicalement différents de l'étude en Ouganda? Évidemment, c'est un secteur différent, c'est un pays différent, mais l'intervention en tant que telle était très, très semblable. Mais les résultats, in fine, sont très différents. Alors, est-ce que c'est parce que les gens se soucient moins de l'éducation ou le contraire, s'intéresse plus à la santé qu'à l'éducation? Est-ce que le gouvernement ougandais est plus réactif qu'ailleurs? Bon, c'est très difficile de déterminer cela. Les cliniques en Ouganda avaient des compétences supérieures et jouissaient d'un statut social beaucoup plus élevé que les populations indiennes. Alors en Ouganda, il donnait la possibilité aux gens d'entreprendre des actions directes. Et en traitement 1 et 2, ce n'était pas le cas. Peut-être que c'est un impact probant, mais je souhaiterais regarder les similitudes, car il y a une similitude très importante si vous regardez les faits des traitements. Et c'était dans les deux pays, en théorie à tout le moins, il y avait un système de contrôle des bénéficiaires, et dans les deux pays, mais qui ne marchait pas très bien. Donc, quand on songe en conclusion, c'est très important. Si on dit que la participation marche et que, bon, il faut former un conseil, mais ce conseil existait déjà, et c'était grâce à des efforts considérables que ce conseil était rendu utile. Et en Ouganda et en Inde, ces conseils existaient, mais ils ne fonctionnaient pas. Donc, je peux conclure en disant que promouvoir les participations effectives et efficaces est difficile, et l'action collective, autrement dit, faire en sorte que la communauté travaille de concert pour parvenir à quelque chose, ça c'est très difficile. Et ce qui marche et ce qui ne marche pas dépend des détails. Et nous ignorons l'ensemble de ces détails pour rendre quelque chose efficace dans ces deux zones. Le contrôle des bénéficiaires standards, autrement dit, ces conseils. Moi, je ne suis pas très enthousiaste à l'égard de ces conseils. En Inde et en Ouganda, ces conseils ne fonctionnaient pas très bien au démarrage. Et il fallait vraiment une intervention très robuste en Ouganda pour rendre ce conseil efficace. Et en Inde, même avec cette intervention, ils n'ont même pas marché à la fin. Donc vous pouvez dire que Pratham peut-être ne fait pas son travail. C'est vrai, mais tout ce que nous avons évalué, tout ce qui a été entrepris par Pratham, les résultats ont été spectaculaires. Donc si Pratham ne peut pas parvenir à ses fins, je pense qu'il n'y a personne qui peut parvenir à leur fin. Enfin, à moins à cet échelon. C'est vraiment une organisation non gouvernementale dont le travail est efficace, très efficace. Et même eux, ils avaient du mal vraiment à peser dans la balance. Alors, conférer à l'individu un canal direct pour agir, ça, c'est une approche autrement plus intéressante et fructueuse. Donc maintenant, je souhaiterais passer la main à Minnie. Et je dois dire vraiment que c'était une source d'inspiration considérable de travailler conjointement avec Pratham au fil des années. Quand on songe à l'efficacité de leur travail, mais ils sont très ouverts à l'évaluation. Le produit vitrine, si je puis dire, ils les soumettent à nous à l'étude, et c'est très courageux de leur part, et je souhaiterais le remercier. Merci. Ma première requête, c'est que notre collègue revienne en Inde. On l'a envoyée à d'autres parties du monde, mais nous souhaitons vraiment de tout cœur qu'elle revienne. On vous a déjà présenté la Pratham, je ne sais plus à quand remonte notre première coopération, mais ce fut une relation très longue de 10 ans, avec 4 projets. Et si on pense à cela comme une relation qui a donné naissance à des enfants, les grossesses ont été longues. On a quelquefois des grossesses qui ont duré 2 ans, mais a priori c'est la durée de gestation d'un éléphant. Donc on a produit des éléphants qui, je l'espère, ne sont pas des éléphants blancs, mais
En tout état de cause, ça a été une collaboration très fructueuse. Donc, je voulais vous présenter le contexte dans lequel se sont déroulés ces projets et faire le lien avec les commentaires qui ont été faits au début de cette conférence. Nous parlons de connaissances et de savoir contre la pauvreté. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est que quelque chose d'exceptionnel? Je pense que partout les choses ont évolué et notre travail avec le GEPAL, c'est exactement cela. Nous testons pour voir ce qui fonctionne et nous avons encore beaucoup à apprendre. Donc je vais partager avec vous ce que nous avons fait aujourd'hui et ce que nous avons fait après cette collaboration. Donc un petit peu de contexte, Rachel vous en a déjà parlé. Chaque enfant, l'objectif c'est d'avoir chaque enfant à l'école avec un bon apprentissage. Ceci étant, on n'a pas une bonne visibilité. Souvent, dans les villages, on voit une école, mais on ne sait pas si les enfants sont à l'école. Et on comprend très bien ce qu'il faudrait que l'on fasse. Maintenant, pour ce qui est de l'apprentissage, c'est pas facile et on ne sait pas trop que faire pour régler les problèmes. Au niveau du terrain, et encore une fois, je reviens sur ce que disait Rachel, quelquefois nous nous demandons combien nous comprenons nos enfants. Nous sommes un grand pays avec des familles très nombreuses, donc beaucoup d'enfants, des classes surchargées. Et quand vous regardez ce que font les enfants, il y a de grosses questions. Dans l'évaluation menée par le GEPAL, on avait vu que les enfants envoient leurs enfants à l'école et que réunion après réunion, les parents posent des questions sur différents problèmes comme les repas à l'école, l'absentéisme des enseignants. Mais on a très peu de conversations sur ce que les enfants apprennent effectivement à l'école. Et lorsque nous on a fait une estimation, on a vu que bien souvent les parents surestiment largement ce que savent leurs enfants, les connaissances de leurs enfants. Donc ça c'est point numéro 1, la relation parent-enfant. Dans une étude différente que nous avons menée, on a regardé ce que pensent les enseignants quant au niveau de compétence des enfants. Et encore une fois, on a constaté que les enseignants aussi surestiment le niveau de connaissance des enfants. En Inde, nos écoles ne sont pas structurées pour repérer les enfants qui prennent du retard. Et le résultat, c'est qu'on a un problème invisible qui est en train de grandir parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école et parce que très peu de tentatives ont été faites pour diagnostiquer les problèmes. Et même quand, de toute façon, les problèmes ont été identifiés, il est très difficile d'agir. Au cours des 15 dernières années, j'ai appris que si l'on ne travaille pas au bon niveau parce que personne n'est là pour identifier un problème, parce qu'il n'y a aucune aide disponible à l'école ou à l'extérieur, les enfants finissent par prendre du retard et finissent par arrêter l'école. Et si vous ratez le train, à un moment, vous ne pourrez plus continuer le voyage. Et c'est la raison pour laquelle tous ces problèmes doivent, de notre point de vue, être pris très au sérieux. Si vous êtes, on va quitter le terrain maintenant pour parler des politiques et qui en Inde prend les décisions politiques. J'espère qu'ici il y en a quelques-uns dans le public parce que quand vous parlez aux gens, il semblerait que les politiques soient toujours à un autre niveau. Donc si l'on regarde maintenant au niveau de l'école, nous avons les objectifs que nous appelons MDG, qui sont des objectifs de scolarisation générale de tous les enfants. Nous avons donc cet objectif de scolarisation, de rétention, de réduction des écarts et des différences entre les sexes et les différentes catégories sociales. Maintenant, si vous allez côté apprentissage, il n'y a pas de définition ou de référence faite aux objectifs d'apprentissage pour les enfants. Nos objectifs nationaux définissent que l'éducation doit avoir une qualité satisfaisante, adaptée à la vie, et à partir de ces mots, on peut avoir de très grands débats. C'est une articulation très vague de ce que peut être un objectif national. Et donc, il est très difficile de remplir cet objectif. Nous avons des évaluations de l'apprentissage réalisées par le gouvernement, mais qui sont réalisées tous les 3 ou 4 ans et qui ne sont pas à un niveau auquel sont décidées les politiques d'attribution et de planification. Donc, il faut travailler au niveau macro et politique. Et si l'on veut véritablement progresser,
Et si l'on a effectivement comme objectif d'avoir une éducation et une scolarisation universelle, il faut évidemment traiter ces problèmes. Donc notre défi, au cours des 10-12 dernières années, était de voir comment l'apprentissage pouvait de nouveau être au centre de la scène, dans les communautés, au sein des communautés, des villages, mais également sur la scène nationale. Quels sont les éléments de preuve dont nous avons besoin? Quels sont les éléments de preuve dont ont besoin les gouvernants pour passer à l'action? Et quelles sont les actions dont nous avons besoin? Et si j'ai le temps, j'essaierai tout à l'heure de vous montrer les actions qui ont été menées dans ce sens. Donc très rapidement, quelques mots sur Pratham. Nous avons commencé à travailler en 84, nous sommes créés en 94, pardon. Et dès le départ, nous avions la conviction qu'en tant que citoyens, il était de notre responsabilité que d'aider et de renforcer les efforts des gouvernements. Donc nous avons essayé de renforcer les communautés pour qu'elles puissent avoir accès aux services. Et au sein des écoles, nous devions construire des capacités pour apporter ces services. Et pour différentes raisons, nous sommes convaincus qu'il est important de mener des activités simples, faisables, peu onéreuses, parce que cela permet la participation à grande échelle des personnes de la rue. Nos initiatives se sont de plus en plus déployées et maintenant nous travaillons dans plus de 40 villes en Inde. En Inde, vous avez 600 districts et nous sommes présents dans plus de la moitié de ces districts. Et il est très difficile de calculer ce chiffre, mais les agences donatrices et de financement nous demandent combien d'enfants nous touchons. Et sur la base de nos calculs, nous pensons que nous sommes en contact avec 30 millions d'enfants. Alors c'est peut-être 25 millions, 35 millions, mais en tout état de cause, c'est un très très important nombre d'enfants. Donc notre travail, initialement, nous ne travaillions qu'à Bombay. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec Pratham en 96. Et Bombay était une très grande ville. Et travailler avec une petite école à Bombay semblait comme quelque chose de totalement ridicule. Mais après, nous nous sommes dit, bon, ça vaut le coup d'essayer. Et partout où on travaille, on peut voir des écarts importants. On voit qu'il y a des besoins importants, des besoins au niveau de l'école maternelle, des besoins tous azimuts. Et qui, évidemment, les ressources ne sont jamais suffisantes pour satisfaire tous les besoins. Donc, je pense que dès le départ, chez Pratham, ce qui nous a importé, c'était de voir ce que nous pouvions faire et quelles étaient nos capacités à travailler. Donc, au sein de l'organisation, cette conviction nous a permis d'engager des gens dans l'effort pour essayer de voir quels étaient les efforts à faire pour faire la différence. Et avec nos efforts et nos projets de coopération, nous avons beaucoup appris. Et j'ai essayé de faire une liste des enseignements principaux. Quels sont les outils? Est-ce des outils d'évaluation ou des outils d'action? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Parce que certains peuvent être très bien quand vous travaillez avec 25 enfants, mais est-ce que cet outil va être utile si je travaille avec 500 000 enfants? Qu'est-ce que peuvent comprendre nos volontaires ou les citoyens? Parce que si on veut faire bouger les choses, il faut que les gens se sentent confortables, se sentent à l'aise avec ce qu'on leur propose. Qu'est-ce qui peut aller dans le sens des enseignants? Qu'est-ce qui peut susciter l'intérêt des enseignants? Quel type d'action voulons-nous mener? Donc, différents exemples. Nous avons testé beaucoup de choses et bien entendu, je vais vous présenter des choses qui, selon moi, ont fonctionné. Vous pourrez me poser des questions après sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais je ne vais pas commencer ma présentation en vous disant, en partageant avec vous nos échecs. Ceci étant, nous en avons eu un certain nombre. En tant qu'organisation, nous étions très frustrés au niveau de nos actions parce que nous n'arrivions pas à faire progresser les enfants. Si vous aviez un enfant de 10 ans qui n'avait jamais été à l'école et qui venait dans un programme Pratham, et si nous passions 1 an ou 2 pour le faire progresser et l'amener au niveau de l'école primaire, c'est très bien, mais ce n'est pas très utile parce que pour donner véritablement à cet enfant des moyens pour passer à l'enseignement supérieur, il faut pouvoir le faire arriver au stade CM2 aussi rapidement que possible. Donc nos frustrations internes quant à nos capacités à
pousser un nombre croissant d'enfants en haut de l'échelle de l'apprentissage nous a amené en 2000-2001 à construire une expérience pour voir ce qui pouvait fonctionner. Et je pense que vous ne comprenez pas l'hindi, mais vous voyez de quoi il s'agit. Nous avons commencé à réfléchir ce qui pourrait aider les enfants à apprendre à lire. Le savoir lire, c'est la clé pour passer à autre chose, que ce soit les maths ou les langues. Donc on s'est vraiment concentré sur la lecture et nous avons développé cet outil très simple pour bien comprendre les enfants à qui nous allions enseigner. Donc si l'enfant sait lire des lèvres, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse lire des mots? Il sait lire des mots? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse comprendre des phrases, etc., etc. Donc, très simple, mais qui nous a permis de bien comprendre la structure. Et ce faisant, nous avons réussi à attirer d'autres personnes et on a vu les parents qui venaient nous rejoindre et qui voulaient vraiment comprendre ce qui se passait. Et cet outil a également été très utile pour les enseignants parce que les enseignants, même s'ils avaient été formés, ils n'avaient jamais utilisé d'outils aussi simples. Et cet outil, qui était vraiment orienté action, nous avons constaté qu'on pouvait l'utiliser pour mener des évaluations à grande échelle parce que c'était quelque chose de très simple et de très facile à mettre en œuvre. Donc, par exemple, pour une classe, tout ce qu'il y avait à faire, c'était de créer une grille comme celle-ci. Et au cours d'une leçon, le professeur écoutait, qu'il s'agisse d'un professeur issu de la communauté ou d'un professeur de l'enseignement national. Il écoutait les enfants et il voyait quelle était la répartition des élèves dans sa classe et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pousser les enfants vers l'avant. Dans certaines classes, tous les enfants étaient dans le coin en haut à gauche. D'autres avaient une distribution comme celle qui est illustrée. Si vous êtes une maman qui sait lire et que vous êtes la maman de Ron, on va dire, vous allez dire, mais pourquoi mon enfant n'avance pas alors que tous les autres avancent? Donc cet outil s'est révélé très utile pour à la fois évaluer la position des enfants individuellement et la position de petits groupes d'enfants. Ensuite, les documents de rapport villageois. C'est ce qu'on appelle notre intervention 3. Pour pouvoir avoir l'adhésion de tout un village, il nous fallait avoir des discussions avec les gens du village et utiliser des outils pour que les gens puissent se rendre compte où en étaient leurs enfants. Donc nous avions des classes de démonstration dans les villages pendant 4 ou 5 jours où il y avait un volontaire du programme qui montrait comment les enfants pouvaient progresser rapidement en peu de temps. Puis nous organisions des discussions de village pour voir quelles étaient les étapes à mettre en œuvre par la suite. Et ensuite, il y avait un suivi des progrès des enfants, notamment dans les classes qui étaient enseignées par des volontaires du programme. Donc, nous avions des rapports pour témoigner de ces avancées, de ces progrès. À partir des efforts que nous avons menés pour bien comprendre ce qui met les gens à l'action, nous avons essayé de créer, je ne sais pas comment appeler cela, mais de créer une charte qui nous a beaucoup aidés. Je voulais vous donner l'exemple d'un village à Yupi, qui est l'un de nos États les plus arriérés, où nous avons mis en œuvre ce processus que je viens de vous décrire. Et donc la première étape a été d'aller voir le chef de village en lui disant voilà ce que je veux faire. Et cet homme me dit ok, t'as qu'à faire, il y a déjà plein de services dans le village, tu veux en faire un autre, vas-y, tranquille. Ensuite, quelques semaines plus tard, nous sommes venus avec la carte de rapport du village, du rapport villageois, et nous voulions inviter tout le village à une réunion. Et donc, je suis allée le voir en lui disant, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé et vous expliquer notre rapport. Et le type me dit, mais dis-moi où je dois signer. Et je lui réponds, mais vous n'avez pas besoin de signer quoi que ce soit. Alors là, il était un petit peu étonné. Il me dit, vous êtes venu collecter des données, donc il faut que je signe. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je signe? Donc, il s'est mis à se dire, oh, celle-là, elle ne sait pas que faire de ces données, elle ne doit pas être bien formée. Et à ce moment, il me dit, allez chercher votre supérieur. Alors là, quand je lui ai répondu que c'était moi la supérieure, là c'était encore pire parce qu'il m'a regardé en se disant, attendez, vous êtes la chef d'une organisation, vous n'êtes même pas arrivé en voiture, quel genre de supérieur vous pouvez être? Et puis petit à petit, il a commencé à écouter avec attention ce que j'avais à lui dire, et puis il m'a dit, non mais les chiffres, ils sont pas bons. Alors, et vous savez, tous les chiffres partent d'une bonne intention, mais
personne n'avait les moyens d'aller de foyer en foyer parce que dans le village, il y avait plus de 300 foyers et personne n'avait le temps d'aller faire du porte-à-porte. Donc il m'a dit, vos chiffres sont faux. Et je lui ai dit, mais non, ils sont pas faux parce qu'on est allé, voilà, on a vu monsieur machin, madame chose, et voilà, on est allé faire du porte-à-porte. Et il n'en croyait pas ses yeux parce que c'était des données dont il n'avait aucune idée dans son propre village. Donc ensuite, on a discuté. Il y avait dans son village, je ne sais plus, 400 enfants, 370 étaient scolarisés et moins de 100 étaient en mesure de lire. Et à ce moment-là, ce chef de village, qui se disait être un homme très progressiste, me dit, « Non, attendez, c'est pas possible, ça c'est faux, ça peut pas être ça. Parce que quand on va à l'école, pourquoi est-ce qu'ils savent pas lire s'ils vont à l'école ?» Et je lui ai dit, eh bien écoutez, et ça c'était la réaction que nous avons eue du chef de village jusqu'en haut du gouvernement, et nous avons exactement eu la même réaction des gens de la commission de planification qui nous disaient, attendez, on dépense des millions et des millions de roupies par an pour enseigner aux enfants, comment ça se fait qu'ils ne savent pas lire? Mais moi, je leur ai répondu, mais attendez, si vous n'avez pas la curiosité d'aller chercher, peu importe les données, peu importe le budget que vous allez allouer, ce qu'il faut, c'est que vous ayez le niveau de participation suffisant pour confirmer les résultats. Et là, mon chef de village m'a dit, oh mon Dieu, mais si ce que vous êtes en train de me dire est vrai, il va falloir que j'aille voir ça de mes yeux à moi. Et donc, on a pris un outil très simple. Il a appelé qui il pouvait appeler. Et après le 10e enfant, il a baissé la tête et en disant, et il nous a dit, là j'ai honte parce que j'avais le sentiment de bien connaître mon village. Donc, en tant qu'Indienne, je n'ai pas l'expérience des autres pays, mais nous, en tant qu'Indienne, je sais qu'on est déjà au courant de tout ce dont on a besoin de savoir. Je me demande quelquefois pourquoi on a besoin de cette loi d'accès à l'information. On sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Vos grands-parents, vos cousins, vos cousines ont tous des anecdotes qui peuvent vous permettre de voir ce qu'il faut faire. Mais maintenant, comment passer de l'anecdote aux données agrégées? Le village était beaucoup trop grand, donc il fallait aller maison par maison ou hameau par hameau. Et quand on commence à regarder les données là en détail, on peut commencer à percevoir ce qui convient d'être fait. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que l'on peut faire soi-même, parce qu'encore, c'est peut-être un phénomène très indien, mais on a tendance à faire porter le blâme à tout le monde. Donc on commence par les Anglais. Certes, ils ont quitté le pays il y a 70 ans, mais c'est les premiers responsables. Ensuite, c'est les politiques. Ensuite, c'est tout le monde, sauf vous. Vous êtes la seule personne sur qui vous ne faites pas porter le blâme. Et quand il ne reste plus personne, ce sont vos enfants. Mais vous n'êtes jamais responsable. La faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous, avec nos présentations, nos présentations consistaient à faire en sorte que les gens se disent « je suis responsable et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est pour ça que d'avoir des volontaires dans les classes, c'est une étape importante parce que c'était les gens qui disaient « je fais partie de ce village, je sais lire et donc je vais apprendre aux enfants à lire ». Et ça a été une étape très importante pour que les gens commencent à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes et après voir ce que pouvaient demander au gouvernement. Donc, Rachel avait une différente façon de présenter, mais je pense que c'est effectivement ce que nous avons essayé de tester pour essayer de faire progresser notre pays d'une façon collective. Donc, nous avons décidé que si nous voulions apporter certaines de ces idées au niveau national, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, depuis 2005, nous réalisons cet exercice que nous appelons le rapport annuel du statut d'éducation. Donc, le sigle, c'est ASER, mais en indien, le mot ASER veut dire impact. Et hier soir, au dîner, je discutais avec différents collègues et qui me disaient mais vous êtes fous de faire ça parce que ça c'est très compliqué comme tâche. Mais après on en a parlé et on s'est rendu compte qu'on a 600 districts et que nous, ce que nous voulions faire, c'était une version de notre intervention 3, peut-être sans l'action, pour avoir une véritable évaluation du niveau d'apprentissage dans tout le pays. Mais nous n'avions pas de budget pour le faire parce que cela ne faisait pas partie d'un plan annuel. Et j'ai oublié de dire au JEPAL qu'en fait, il n'y a pas de repas gratuit. Donc, c'est à inclure dans le cadre de notre enquête. Donc, nous avons travaillé à la maison, nous avons utilisé des outils très similaires, et dans chaque district,
On a un outil conçu par des statisticiens parce qu'en Inde, personne ne connaît quoi que ce soit sur l'échantillonnage, mais tout le monde a une opinion. Du chef de village jusqu'au Premier ministre de l'Inde, peut-être que le Premier ministre indien connaît ce que c'est que les échantillons, mais très peu d'autres personnes ne s'y connaissent. Mais dès qu'ils n'aiment pas les résultats, ils vous disent « Ouais, mais votre échantillon est mauvais ». Et quand on leur dit « Mais quel serait le bon échantillon ?», personne n'a la réponse. Donc là, dans cet exercice, vous avez besoin des gens et vous voulez donner un rôle aux gens, mais si les gens vous donnent quelque chose que vous n'aimez pas, vous vous dites qu'ils ne sont pas bons pour faire ce que je leur ai demandé de faire. Donc c'est important d'avoir des bons statisticiens, il est important d'avoir des tests, et nous faisons cette étude tous les ans en septembre et en octobre, et le rapport sort en janvier. Donc, il s'agit d'une évaluation grande vitesse et nous avons toute une page qui décrit les résultats que je vais maintenant vous présenter. Ici, vous avez la carte de rapport pour l'Inde rurale qui date de l'année dernière. Et vous voyez qu'en CM2, grosso modo, vous avez 56% d'enfants qui sont capables de lire la version la plus longue de l'outil que je vous ai montré. Donc cela veut dire que près de 40% des enfants sont arrivés au CM2 après 5 ans d'école primaire et qui ne sont toujours pas capables de faire ce qu'on s'attend qu'ils soient capables de faire en fin de CE1. Donc, en Inde, il n'y a pas d'enfants qui redoublent jusqu'à la fin du CM2, mais vous pouvez être sûr qu'en sixième, vous aurez plus de la moitié qui vont soit arrêter l'école, soit redoubler parce qu'ils ne seront pas capables de suivre. Donc, cela veut dire que chaque année, dans chaque district, tous les ans, vous avez ce genre de rapport pour la capacité à lire et à écrire, mais vous en avez un autre pour les maths également. Maintenant, une extrapolation de tout cela, nous avons étudié sur la période 2006-2008, et ici vous avez un graphique qui vous donne le pourcentage d'enfants capables de lire ce que nous appelons un texte simple. Et ensuite, vous avez les années de scolarisation, donc année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, année 6. Et vous voyez les courbes. Maintenant, si, en tant que pays, vous voulez que ce graphe progresse année après année, qu'est-ce qui doit être fait État après État, district après district? Si vous avez un objectif qui fixe des taux pour 2010, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs d'ici 2010? Mais ça peut être étudié au niveau national, au niveau d'un État, pour planifier les années à venir, pour ne pas exclure des milliers d'enfants après l'école élémentaire. Donc maintenant, parlons action. Vous allez voir que l'évolution des grands programmes que nous organisons maintenant, qui s'appelle Read India, l'Inde à la lecture, et vous allez voir que nous avons réalisé des progrès. En 2000 et quelques, nous étions en apprentissage avec les enfants. Donc nous travaillions avec 150 000 à 200 000 enfants. Et ensuite, vous avez l'étude menée par Jepal avec nous qui vous montre ce que nous avons été en mesure de réaliser. Deuxième étude, c'est ce que vous avez décrit, Rachel. Nous sommes allés dans les zones rurales et nous avons essayé de voir comment nous pouvions catégoriser les communautés villageoises et les encourager à participer. Et nous avions, par exemple, le statut de bénévole non rémunéré, de bénévole villageois non rémunéré, voir ce qu'ils pouvaient en tirer. Et les années suivantes, nous étions prêts à aller dans tout le pays, non pas parce que nous nous en sentions particulièrement capables, mais parce que nous avions le sentiment que c'était tout à fait nécessaire. ASER, en 2005, nous a fourni des nombres, des chiffres, des estimations pour tout le pays. Donc, ces chiffres, nous les avons fait parvenir aux autorités et nous les avons présentés régulièrement à tous les niveaux. Dans l'étude que Rachel vous a présentée, nous travaillions au niveau du village. Toutes nos actions étaient au niveau du village. Mais de cette étude, nous avons appris qu'il faut pousser avec insistance à tous les niveaux et fournir des informations facilement compréhensibles. Et ce n'est qu'après de 2006, quand nous avons une deuxième série de résultats, que nous avons mis sur pied le programme Read India et que nous avons impliqué autant de partenaires que possible. Maintenant, avant de vous parler du protocole de l'étude,
je voulais simplement vous montrer qu'il nous a fallu travailler à la fois au niveau des villages qu'au niveau du système scolaire. Et ce qu'il faut, c'est que certaines personnes consacrent du temps pour travailler avec les enfants qui sont en retard, qu'il faut proposer aux enfants d'autres ouvrages pour apprendre à lire, que les personnes qui travaillent avec les enfants, que ce soit l'enseignant ou le volontaire villageois, ils doivent être soutenus, un soutenu universitaire, académique, et qu'il faut également évaluer comment est-ce que tout ça fonctionne. Le défi dans l'étude que nous menons actuellement avec le GEPAL, c'est de savoir comment on va évaluer quelque chose comme ça. Et c'est un défi que auquel beaucoup d'entre vous font face, j'en suis sûre. Mais ce programme couvre toute l'Inde avec 15 États qui ont des structures et des langues différentes. Et nous avons un cadre, bien entendu. Mais l'Inde est un pays très décentralisé et chaque État peut choisir de mettre en place sa version d'un programme. Et chaque État a ses propres caractéristiques au niveau du système de scolarisation et a un contexte social. Et donc, nous avons dû adapter notre manière d'opérer. Nous avons des partenaires multiples. Dans mon propre État d'origine, on a l'UNICEF, on a une autre organisation, il y a nous, et il y a 2 autres associations, donc un partenariat très important pour couvrir plusieurs villages. Et donc, on travaille ensemble en équipe. Et quand vous concevez ces évaluations randomisées, les partenaires peuvent quelquefois être un petit peu perdus et se demandent pourquoi nous le faisons de cette façon-là. Les agences, et en particulier quand vous avez des évaluations qui vont durer 1 année, 2 années, 3 années, il faut que ces partenariats restent stables sur une période assez longue. Et l'idée, c'est l'idée d'adhésion. Avec les partenaires gouvernementaux, nous travaillons donc avec tous les États et nous avons signé, nous nous sommes rendus compte que sans contrat passé avec les gouvernements, rien ne peut se faire. Donc même dans certains il faut absolument signer des accords avec les États parce que c'est la seule façon d'assurer la stabilité. Mais encore une fois, d'une année sur l'autre, il peut y avoir des variations dans les accords que nous avons avec le gouvernement. Quand vous travaillez avec les communautés, il y a des choses qui sont sous votre contrôle, mais quand vous travaillez avec un gouvernement, il y a des choses qui sont au-delà de votre contrôle. Et puis, il faut également travailler rapidement. Il y a le temps de la recherche. Et nous savons que l'analyse des données peut prendre du temps, alors que le politique a un autre temps et que les décisions doivent être prises rapidement. Bref, ceci étant, voici le protocole de l'étude. Nous travaillons sur 350 districts dans 15 États. Nous avons différents blocs. C'est une étude qui va durer 2 ans, qui va porter sur 2 ou 3 interventions étudiées dans chacun des États, avec quelques variations dans les modèles d'un État à l'autre. Voici les types d'interventions. Depuis les années que nous travaillons avec le GEPAL, nous savons que le processus d'évaluation est générateur de connaissances. Et les scientifiques, je sais, vous vous attachez aux découvertes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le processus. Et nous avons beaucoup à apprendre de ce processus, parce qu'il soulève des opportunités pour apprendre pourquoi une évaluation est importante. Et je pense que quelqu'un l'a dit hier, d'ailleurs, tous nos projets avec le GEPAL ont été conçus de façon conjointe. Aucune évaluation ne nous a été imposée. C'est même quelquefois nous qui nous imposons au GEPAL en leur disant « et on fait quoi maintenant ensemble ?» parce que nous considérons que c'est une vraie opportunité d'apprentissage pour les praticiens comme nous. Très bien, je vais arrêter maintenant parce que je sais que j'ai déjà débordé mon temps. Mais encore une fois, dans ce programme de combat du savoir contre la pauvreté, juste quelques chiffres. Nous avons 200 millions d'enfants en Inde en âge d'être scolarisés. 94% sont scolarisés et après 5 ans de scolarisation, ce sont plus de 50% de ces enfants qui ne sont toujours pas capables de lire ou de faire des calculs très simples. Donc on a besoin d'action à une très grande échelle et pour cela je pense que cet objectif de scolarisation universelle, ces objectifs du millénaire, ça a vraiment du sens dans un pays comme le mien. Merci.